Fouroulou, en partant, laissa sa famille dans la tristesse. Tous le regrettaient. La maison elle-même parut plus triste. Le soir, lorsque se rassembla pour souper, chacun s'aperçut du vide. Ils avaient l'impression que la famille était beaucoup plus petite que la veille, comme si le jeune homme valait à lui tout seul 3 ou 4 personnes. Puis on parla de lui, uniquement de lui. Les sœurs rappelaient leurs torts envers le futur grand homme, regrettaient de ne l'avoir pas supporté en maintes et maintes occasions, promettaient de le chérir tendrement. La mère aurait voulu lui envoyer toutes les bouchées de couscous qu'elle prenait. Elle s'inquiétait de la façon dont il ferait son lit ce soir-là. Elle s'inquiétait parce qu'il coucherait seul désormais, n'ayant personne pour le surveiller dans son sommeil. Elle était triste de le savoir loin de ses soins et de sa tendresse. Le père essaya en vain de la rassurer. Fatma avait les larmes aux yeux. Il toussa 3 ou 4 fois pour se donner du courage. Pourtant, Fouroulou était tranquille et bien installé, couchant pour la première fois de sa vie dans un vrai lit, après avoir mangé des choses que ni sa mère ni ses sœurs ne pouvaient même imaginer. Il était loin de songer à sa famille. Ces 3 dernières journées avaient été remplies d'événements importants. Il les avait vécues comme dans un rêve, et avant de s'endormir, il avait besoin de les revivre dans les moindres détails pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, que son bonheur était réel. Samedi soir, il est chez lui. Il vient de recevoir son maigre trousseau. Le directeur comptait l'inscrire parmi les internes. Le père a refusé parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il est donc inscrit comme externe, mais en ne trouvant pas de chambre à louer. Pour la nourriture, il y aura la gargote. Le père revient à la maison dans l'incertitude. Il faudra peut-être en attendant se résigner à coucher à l'hôtel. Gros frais en perspective. Hamdan est dans l'embarras. Abandonner son fils à lui-même dans une ville. Se remettre à emprunter pour pouvoir l'entretenir à l'internat. Le directeur pourtant a beaucoup insisté. Dimanche matin, la Providence n'abandonne jamais les malheureux. Elle se présente à Fouroulou sous la figure sympathique d'Azir. Azir est un garçon d'Agouni, du même âge que lui. Il est élève du collège. Il a entendu parler de Fouroulou et de sa bourse. Il vient le voir à Tizi. Son abord inspire tout de suite la confiance. Il est blond avec des yeux bleus. Sa bouche sourit continuellement d'un de ces larges sourires qui attirent l'amitié. Il a le don de simplifier les choses les plus compliquées. « Je suis externe moi aussi, dit-il à Fouroulou, et boursier comme toi. Nous sommes du même pays. J'ai hâte de n'être plus seul. Si tu veux, nous vivrons ensemble et nous serons amis. » Fouroulou eut envie de l'embrasser. Azir venait au-devant des difficultés. On n'avait pas besoin de l'interrompre ou de le questionner. « Mon père
n'est pas assez riche pour me payer l'internat. Il y a à Tizi Ouzou un missionnaire protestant qui loge les élèves venant de la montagne. J'habite chez lui. Nous sommes une trentaine. J'ai déjà parlé de toi. Nous aurons une chambre, l'électricité, une table, des chaises, 2 lits. Le matin, on nous donne du café et du pain. Et tout cela pour rien. La mission se trouve à 2 pas du collège. C'était vraiment incroyable. Azir expliqua qu'un missionnaire est un homme de bien, fait pour aider les pauvres, à peu près dans le genre des pères blancs. En plus de tous les services qu'il rendait aux malheureux montagnards, chaque soir, il les réunissait dans une grande salle pour leur parler de religion, les conseiller, les éduquer. C'était admirable. Fouroulou fut très content. Il accepta d'emblée. Il reçut quelques recommandations d'ordre pratique. Bagages à emporter, argent, livres, qu'il écouta d'une oreille distraite. Rendez-vous fut pris pour le lendemain matin. Il quitta son nouveau camarade avec regret pour aller achever ses préparatifs et rassurer son père en lui annonçant la bonne nouvelle. Ramdan, à son tour, crut difficilement ce que son fils lui racontait. C'était un miracle. Dieu venait à leur secours. Lundi matin, départ précipité pour arriver avant 8 heures. En auto, pour la première fois. Le jeune homme rêvait-il ou non? Entrer au collège avant même de voir monsieur Lambert, le missionnaire. Fouroulou se sent perdu dans une foule d'élèves. Il ne se reconnaît plus. Il est en costume européen, comme les autres. Azir, avant d'entrer, lui a noué soigneusement sa cravate en connaisseur. Personne ne fait attention à lui. Il marche dans l'ombre d'Azir, rougit à chaque instant sans motif. Il a peur d'ouvrir la bouche. Des garçons lui serrent la main parce qu'ils viennent de serrer celle de son ami. Il salue lui aussi en passant devant des professeurs indifférents. Il entre en classe, ouvre comme les autres un cahier pris au hasard dans son cartable, se met machinalement à suivre le cours, imite tous les gestes. Heureusement, on ne s'aperçoit pas de sa présence. Il n'est pas inquiété. Le supplice dure 1 heure. Il suffoque. Il se dit qu'il n'est pas à sa place. Allons donc, l'ex-gardien de troupeau? Est-ce pour lui cette grande classe aux larges baies vitrées, aux tables neuves et brillantes, toute cette propreté qu'on craindrait de souiller même à distance? Est-ce bien pour lui cette belle dame qui parle, qui explique, qui interroge avec politesse, qui dit vous à tout le monde? A-t-il enfin la mine d'un camarade pour tous ces garçons bien vêtus, bien élevés, à l'air si intelligent? Il lui semble être un intrus dans cette nouvelle société qui l'éblouit. Azir, qui n'est pas loin de lui, se tourne de temps en temps pour l'encourager d'un sourire. Son cœur déborde de reconnaissance. À la récréation, il commence à se rassurer. Les élèves sont généralement aimables le premier jour. Si ceux des autres classes ne le remarquent même pas, ses nouveaux camarades, par contre, quelques-uns d'entre eux, tout au moins, mettent une certaine coquetterie à attirer son attention. L'un fait de l'esprit pour le faire rire, un autre explique avec fougue un théorème que tout le monde a compris aussi bien que lui, un troisième déclame comiquement les imprécations de Camille. Morad est prêt à admirer tous ceux qui le voudront. Il admire tout le monde.
Il se voit si obscur, pitoyable, écrasé. À 11 heures, avec son ami, il déjeune à la gargote d'une soupe, d'un plat de pommes de terre avec de la viande et de la salade. C'est un festin. Mais il goûte à tout du bout des doigts, du bout des dents. Il n'a pas faim. Son estomac est contracté. À 4 heures, il se rend chez Monsieur Lambert. Monsieur Lambert est un homme admirable. Sa haute taille légèrement voûtée, sa démarche un peu raide comme celle d'un officier, la longue barbe qui orne sa belle figure inspire un respect mêlé de crainte. Il a aussi une voix forte, grave, mesurée. Mais près de lui, quand il vous a regardé de ses yeux pleins de franchise, de douceur, de naïveté, de respect, ceci se transforme en confiance absolue. Il s'empare de vous avec simplicité, s'accorde avec assurance le droit et le pouvoir de vous guider. Vous vous laissez faire avec joie. Chaque élève au collège sent le poids de ses responsabilités. Quand il fait son petit examen de conscience, il se dit que de ses parents se sacrifie en payant les frais des études. Le succès ne dépend que des enfants. Le devoir de ces derniers est donc bien clair. Pour les lambertistes, il n'en est pas ainsi. Le missionnaire endosse tranquillement cette responsabilité à leur place. Ses hôtes n'ont plus qu'un souci, lui donner satisfaction. Et lorsqu'il est satisfait, il est difficile à n'importe quel parent de ne pas l'être. Il est tour à tour un maître sévère, un père attentif, un camarade de jeu pour tous les déracinés qui habitent chez lui. Il fait donc une excellente impression sur Fouroulou. C'est toi, Manrad ? Oui, monsieur. Non, il faut dire oui, chef. Oui, chef. Azir m'a parlé de toi. Tu habiteras la même chambre que lui. Elle est prête. Tu prendras vite les habitudes de la maison. Ici, on doit bien se conduire. Tu ne fumes pas, j'espère ? Non, chef. C'est bien. Parle-moi un peu de ta famille. Manrad parla des siens et de leurs ressources avec assez d'exactitude, et le missionnaire comprit tout de suite qu'il avait affaire à un pauvre diable. Un de plus. Tu as ta bourse, c'est l'essentiel. Mais pour la garder, il faut bien travailler. Tous tes camarades travaillent bien. Tu les imiteras. Et puis, tu seras scout. Oui, chef, répondit Manrad à tout hasard. On t'expliquera. Tu sauras bientôt ce que c'est. Manrad avait quitté ce brave homme tout à fait à l'aise, se sentant définitivement incorporé à la grande famille des lambertistes. Quel réconfort pour lui! Dans la même soirée, il avait eu l'occasion de coudoyer plusieurs de ces fameux scouts. Il lui avait paru particulièrement serviable. Ainsi, sa première journée était terminée. Avant de s'endormir, il la revoyait tout entière. Il était heureux et il bénissait Dieu. S'il ne pensa pas longuement à son jeune frère, à ses sœurs, à ses parents,
Il se rappela toutefois son ami d'enfance Akli, qui était resté berger dans la montagne, alors que lui, Manrad,